Et si je chante bien, vous me donnerez quelque chose à manger ? Demanda la fillette de 9 ans en serrant contre elle une guitare brisée, tout en observant le producteur de l'émission Estrelada América dans les coulisses du plus grand studio télé de Los Angeles. L'homme, vêtu d'un costume hors de prix, éclata d'un rire froid qui résonna dans le couloir. « Ma petite, tu crois vraiment que tu es ici pour gagner quoi que ce soit ? Tu es là pour faire rire le public. » Keisha Williams resserra les cordes usées de l'instrument qu'elle avait déniché dans une poubelle 3 semaines plus tôt, puis inspira profondément. À seulement 9 ans, elle savait déjà reconnaître quand on la prenait de haut. Mais cette fois, contrairement à toutes les autres, quelque chose en elle murmurait que ce serait la dernière fois qu'on la traiterait comme si elle ne valait rien. « Je comprends très bien, monsieur », répondit-elle avec un calme si inattendu que le producteur fronça les sourcils, mal à l'aise face à la maturité de cet enfant sale et pieds nus. 2 heures plus tôt, Keisha dormait sous un auvent lorsqu'un groupe d'assistants de production l'avait réveillée. Ils cherchaient des profils intéressants pour l'épisode spécial. Il l'avait vu chanter dans la rue pour quelques pièces et avait su immédiatement qu'ils venaient de trouver leur élément comique, idéal pour une émission qui vendait des rêves à certains et de l'humiliation à d'autres. « Nous allons te mettre à la fin », avait annoncé le producteur en consultant son clap. « Une fois que tous les enfants talentueux auront chanté, tu passeras pour équilibrer l'émission. » Ce qu'il ignorait, c'est que Keisha avait grandi dans la rue en observant, en apprenant, en mémorisant tout. Elle savait exactement pourquoi elle était là, quel rôle on attendait d'elle. Mais elle savait aussi quelque chose qu'il ne découvrirait qu'une fois qu'il serait trop tard. Depuis la mort de sa grand-mère, 3 ans plus tôt, Keisha avait développé une aptitude que personne ne devrait acquérir si jeune. Celle de voir à travers les masques des adultes. Et à cet instant, en observant les sourires forcés et les regards condescendants, elle prit une décision qui changerait tout. « Puis-je vous poser une question, monsieur ?» demanda-t-elle avec une fausse innocence. « Fais vite, petite. On a une émission à enregistrer. Vous avez des enfants ?» L'homme resta un instant interdit. « Oui, 2 filles. »« Pourquoi ?» Keisha esquissa un léger sourire. Un sourire si subtil qu'il fit battre le cœur du producteur un peu plus vite sans qu'il sache pourquoi. « Juste par curiosité », répondit-elle en gardant soigneusement cette information en mémoire, aux côtés de toutes celles qu'elle avait recueillies depuis son arrivée. En marchant vers la scène, sa guitare cassée dans les bras comme s'il s'agissait d'un trésor, Keisha pensa à la lettre cachée dans son vieux sac à dos. Une lettre qui révélait non seulement qui elle était réellement, mais aussi pourquoi sa présence dans cette émission n'était pas un hasard. Dans les coulisses de Star of America, Keisha observait en silence tandis que les autres enfants étaient traités comme de petites célébrités. Les assistants se précipitaient pour leur offrir collation de luxe, eau fraîche et maquillage professionnel. « Attention tout le monde !» cria le producteur, Richard Brennan, en frappant dans ses mains. « N'oubliez pas, vous êtes l'avenir de la musique américaine. Aujourd'hui, le pays entier découvrira votre talent. » Pendant ce temps, Keisha restait assise sur le sol froid, serrant toujours sa guitare. Quand elle tenta de s'approcher de la table des collations, une assistante la repoussa gentiment. « Désolée ma chérie, ces collations sont réservées aux participants officiels, dit-elle avec un sourire condescendant. Tu es venue accompagner quelqu'un, n'est-ce pas ? En réalité, je vais moi aussi chanter, répondit Keisha tranquillement. L'assistante consulta son bloc-notes. Ah oui, tu es là. La participante spéciale. À la manière dont elle prononça spéciale, il était clair que ce n'était pas un compliment. Tu passeras en dernier. Tout à la fin. Richard s'approcha alors des enfants talentueux, ignorant totalement Keisha. Écoutez bien, vous représentez ce que ce pays a de meilleur. Chantez avec votre cœur, montrez votre technique, rendez vos familles fières. C'est à ce moment qu'une fille blonde d'environ 12 ans, Ashley, remarqua Keisha seule dans le couloir. « Papa, pourquoi cette fille est là ?»« Ne t'en occupe pas, ma princesse, » répondit son père en chuchotant. « Elle est là pour montrer le contraste. Comme ça, vous brillerez encore plus. » Keisha entendit chaque mot. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une émotion familière, une colère calme, pure, maîtrisée. Son esprit retourna 3 ans en arrière, au jour où elle avait perdu sa grand-mère Dorothy, la seule personne qui avait cru qu'une petite fille noire et pauvre pouvait devenir quelqu'un. Dorothy était chanteuse de gospel depuis 40 ans dans une petite église de Harlem. C'est elle qui avait appris à Keisha à chanter, pas seulement pour faire de la musique, mais pour résister. La musique est notre arme secrète, mon enfant. Ils peuvent tout te prendre, mais jamais ce que Dieu a mis dans ta voix. Après sa mort, faute de soins qu'elle n'avait pu se payer, Keisha avait dû survivre dans la rue. Mais elle avait gardé ce que ses producteurs ne soupçonnaient même pas. Des années d'entraînement vocal rigoureux, une profondeur musicale qui ferait pâlir un professeur de conservatoire. « Petite », lança Richard, la tirant brutalement de ses souvenirs.
Tu connais au moins quelques chansons, j'espère. Ce serait dommage de perdre du temps d'antenne pour rien. J'en connais quelques-unes, répondit Keisha en effleurant les cordes usées de sa guitare. Quelques-unes? Richard éclata de rire. Quel genre? Des chansons de rue? Du rap? Des trucs que tu as appris en mendiant? Les autres enfants se moquèrent à leur tour, mais Keisha conserva le même sourire énigmatique que plus tôt. Puis-je vous poser une question, monsieur Richard? Demanda-t-elle avec une innocence feinte. Je t'écoute. Avez-vous étudié la musique? Richard sembla piqué au vif. Bien sûr. J'ai un MBA en gestion du divertissement obtenu à UCLA. Intéressant, répondit Keisha en enregistrant mentalement cet élément. Et jouez-vous d'un instrument? Je n'ai pas besoin de jouer pour reconnaître le talent, répliqua-t-il, agacé. Je comprends parfaitement. Ce que Richard ignorait, c'est que Keisha gardait dans son sac à dos élimée une lettre écrite par sa grand-mère Dorothy. Une lettre qui révélait non seulement qui elle était vraiment, mais aussi des liens familiaux capables de transformer cette émission, prévue pour l'humilier, en quelque chose d'inattendu. Alors que Richard s'éloignait en riant avec d'autres producteurs, plaisantant sur la prestation ridicule de la fillette, Keisha ferma les yeux et souffla doucement. Merci, grand-mère. Le moment est venu d'utiliser tout ce que tu m'as appris. Chaque nouvelle remarque méprisante ne faisait que nourrir une force en elle, une énergie silencieuse forgée par les injustices qu'on lui imposait. Ce que ces adultes privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque acte de mépris préparait leur propre chute. Derrière ses yeux apparemment fragiles, un plan précis prenait déjà forme. Pendant qu'ils organisaient son humiliation en coulisses, Keisha s'éloigna calmement et s'installa dans un coin isolé. Elle sortit une enveloppe jaunie de son sac. C'était la lettre que Dorothy lui avait laissée, accompagnée d'un message clair. « N'ouvre cette lettre que lorsque tu seras prête à mettre en pratique tout ce que je t'ai appris, ma petite fille. » 3 années à survivre dans la rue avaient suffi, Keisha savait qu'elle était prête. La lettre révélait une vérité qui ferait ravaler leur rire à tous. Dorothy Williams n'était pas seulement une chanteuse de gospel. Elle avait été l'une des premières femmes noires à obtenir un diplôme en composition musicale à la Juilliard School dans les années 1960, une prouesse quasi impossible à l'époque. Plus important encore, elle avait été la mentor d'un certain James Mitchell, actuel directeur exécutif de la chaîne qui produisait Star of America. « James a toujours été comme un fils pour moi », écrivait Dorothy. « Si un jour tu as besoin d'aide, va le voir. Mais souviens-toi, ne demande jamais la charité. Montre d'abord ce dont tu es capable. » Keisha rangea la lettre et sourit. Même après sa mort, Dorothy lui enseignait encore comment affronter le monde. « Et, toi, la fille de la rue ?» lança Ashley, la participante blonde, en s'approchant avec d'autres enfants. « Mon père veut savoir comment tu es entrée ici. Tu as menti dans ton inscription ?»« Je n'ai menti sur rien, » répondit Keisha en ajustant une corde détendue. « Mais oui, bien sûr. » Ricana Ashley. « Tu penses vraiment avoir une chance contre nous ? J'étudie au conservatoire de Manhattan depuis 6 ans. Mes profs coûtent plus cher que ce que tu gagnes en un mois. » Les autres enfants rirent. Keisha, elle, continua simplement à accorder sa guitare, testant les notes avec une précision qui fit tiquer Ashley. « Tu sais au moins lire une partition ?» lança une autre fille. « Je sais quelques petites choses, » répondit Keisha, laissant apparaître un sourire discret. Ce que ses enfants gâtés ignoraient, c'est qu'en plus de l'enseignement rigoureux de Dorothy, Keisha s'était entraînée pendant 3 ans dans des lieux qu'il n'aurait jamais imaginés. Dans des stations de métro où l'acoustique élargissait sa voix, dans des tunnels où elle avait appris à faire sonner une guitare brisée comme un instrument de maître, dans des rues où le bruit constant forgeait son sens du rythme et sa précision vocale. Chaque nuit glaciale, chaque journée de faim, chaque regard méprisant avait été, sans qu'elle ne le sache au départ, un entraînement pour ce moment précis. C'est alors qu'elle remarqua un homme âgé qui l'observait discrètement depuis l'autre côté des coulisses. Cheveux gris, lunettes dorées, posture à la fois noble et chaleureuse. Leurs regards se croisèrent, et Keisha sentit quelque chose changer. L'homme s'approcha doucement, ignorant totalement Ashley et les autres. « Excusez-moi, dit-il, s'adressant seulement à Keisha. « Puis-je connaître votre nom complet ?»« Keisha Dorothy Williams », répondit-elle en insistant volontairement sur son second prénom. L'homme resta figé quelques secondes. Ses yeux s'embuaient déjà lorsqu'il murmura, la voix brisée. « Dorothy Williams, c'était votre grand-mère. » James Mitchell, le directeur général de la chaîne, eut l'impression de recevoir un coup en plein cœur. Dorothy était morte 3 ans plus tôt, et il ignorait totalement qu'elle avait encore de la famille. Elle, la femme qui lui avait ouvert les portes d'un monde qui n'attendait rien d'un jeune noir sans ressources. Celle qui lui avait appris que la musique n'avait ni couleur, ni classe. Où étiez-vous tout ce temps ?
demanda-t-il d'une voix tremblante. Dans la rue. Depuis qu'elle est morte, répondit Keisha. James ferma les yeux, accablé par la culpabilité. Elle m'a tout appris, ajouta Keisha. Et vous êtes venu ici pour... Elle regarda la scène, où Richard riait encore avec les producteurs, probablement en préparant la blague dont elle serait la cible. Pour montrer ce dont je suis capable. Il comprit immédiatement. Dorothy répétait toujours que la meilleure vengeance contre les préjugés, c'était l'excellence qu'on ne pouvait pas ignorer. « Je peux faire quelque chose pour vous aider ?» demanda-t-il. « En réalité, oui, » répondit Keisha. « Puis-je vous demander un service ? Tout ce que vous voulez. N'intervenez pas, laissez-les faire exactement ce qu'ils prévoient. » James fronça les sourcils, déconcerté. « Mais ils vont tenter de vous humilier. »« Je sais. » Elle serra les cordes de sa guitare. « Et quand ils le feront, je veux que vous enregistriez tout. Chaque seconde. Chaque réaction. Chaque mot. » Le sourire qui illumina son visage était exactement le même que celui de Dorothy lorsqu'elle s'apprêtait à donner une leçon mémorable. « Ils pensent savoir qui je suis, » murmura Keisha. « Mais ils n'ont aucune idée de ce que je porte en moi. Des années d'entraînement. De la musique dans mon sang. De la force que ma grand-mère m'a laissée. » James hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre. « Et après, faites ce que vous jugerez utile de cet enregistrement. » Au même instant, Richard réapparut, interrompant la conversation sans prêter la moindre attention à l'homme qui parlait avec Keisha. « Et, petite, c'est ton tour de briller », lança-t-il avec un sourire cruel. « On espère que tu vas nous divertir. » Keisha se releva, ajusta la sangle de sa guitare et se dirigea vers la scène. Avant de s'éloigner complètement, elle se tourna vers James et murmura. « Ma grand-mère disait toujours que Dieu nous offre des talents non seulement pour nous permettre de nous élever, mais aussi pour ouvrir la voie à ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, ce n'est pas juste à propos de moi. » James la regarda avancer avec une dignité qui contrastait avec ses vêtements modestes et son instrument abîmé. Pendant un instant, il eut l'impression de revoir Dorothy, prête à briser encore une fois les règles d'un monde qui s'acharnait à sous-estimer les siens. Pendant que Richard réglait les caméras, certain de filmer une humiliation amusante, James donna discrètement l'ordre à son équipe de tout enregistrer. Chaque mot, chaque regard, chaque seconde. Une intuition lui disait que ce qui allait se produire n'avait rien d'une moquerie habituelle. Ce serait le moment où une petite musicienne des rues montrerait à tout un pays que le talent véritable n'a ni berceau doré, ni couleur, ni classe sociale. Et que mépriser des enfants comme Keisha Williams finit toujours par se payer. Les projecteurs se braquèrent sur Keisha dès qu'elle atteignit le centre de la scène de Star of America. Plus de 5000 spectateurs murmurèrent en la voyant, une enfant des rues, pieds nus, tenant une guitare cassée. Certains prirent des photos, curiosité oblige. Dans les coulisses, Richard souffla à ses assistants. N'oubliez pas, dès qu'elle commence, activez le système audio trafiqué. Je veux que le grésillement soit atroce. Ça va être hilarant. Ashley et les autres enfants observaient avec impatience, convaincus d'assister à une humiliation inévitable. « Bonjour », dit Keisha dans le micro. Sa voix claire résonna dans toute la salle. « Je m'appelle Keisha Dorothy Williams. J'ai 9 ans, et je dédie cette chanson à ma grand-mère, qui m'a appris que la musique n'a ni couleur ni classe. » Richard fronça les sourcils en entendant le nom complet. Dorothy, quelque chose lui échappait, mais il repoussa l'idée. Keisha accorda sa guitare et joua les premiers accords. Malgré l'instrument abîmé, le son était d'une justesse parfaite. Plusieurs musiciens du public se redressèrent, surpris. Richard fit un signe. Le système de sonorisation produisit alors un sifflement insupportable, couvrant la musique. Le public se boucha les oreilles. Certains éclatèrent de rire, persuadés que l'erreur venait d'elle. « Problème technique », cria Richard en feignant l'inquiétude. « C'est dommage, mais on va devoir arrêter. » Mais Keisha n'obéit pas. Elle s'éloigna du micro, se plaça au centre de la scène, et se mit à chanter sans aucune amplification. Sa voix, façonnée dans le vacarme des stations de métro, fendit l'air avec une puissance inespérée. Le grésillement se poursuivait, mais sa voix le dominait complètement. Une à une, les personnes du public cessèrent de murmurer. Elles restèrent figées, hypnotisées. Keisha interprétait Amazing Grace dans une version mêlant gospel traditionnel et technique classique d'un niveau, tel que seuls les maîtres pouvaient en reconnaître la précision. Chaque note touchait droit au cœur. Certains spectateurs pleuraient déjà. « Coupez tout. Éteignez. Arrêtez la diffusion. » hurla Richard. Mais c'était trop tard. James Mitchell avait déjà ordonné de maintenir la diffusion en direct dans des millions de foyers. Lorsque Keisha termina,
un silence bouleversé envahit la salle, avant d'exploser en une ovation gigantesque. Le public se leva d'un bond. Les cris, les applaudissements, les larmes remplissaient le studio. Même Ashley et les autres enfants restèrent stupéfaits. C'est alors que James Mitchell monta sur scène. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il en prenant le micro. « Je suis James Mitchell, directeur général de cette chaîne. Et je dois vous dire qui est réellement cette jeune artiste incroyable. » Richard devint livide. Il ignorait que le directeur général était présent. Keisha Dorothy Williams est la petite fille de Dorothy Williams, l'une des plus grandes compositrices et chanteuses de gospel de ce pays. Une femme diplômée de la Juilliard School dans les années 1960, malgré les barrières imposées aux femmes noires. Une femme qui a été mon mentor pendant plus de 20 ans. Un frisson parcourut la salle. Dorothy est décédée il y a 3 ans. Je ne savais même pas qu'elle avait une petite fille qui vivait dans la rue, poursuivit James, la voix tremblante. Et pendant ce temps, les producteurs de cette émission l'ont amenée ici non pour célébrer son talent, mais pour l'humilier. Richard tenta de se cacher, mais James continua. Tout a été filmé. Chaque moquerie. Chaque sabotage. Chaque moment où vous avez voulu transformer cet enfant en divertissement aux dépens de sa dignité. Les caméras se braquèrent sur Richard, maintenant en sueur, paniqué. Richard Brennan, déclara James en le désignant du doigt. Vous êtes renvoyé. De cette émission et de cette chaîne. Et je doute qu'une chaîne respectable embauche quelqu'un qui prend plaisir à humilier des enfants. Le public hurla sa colère. Richard tenta de parler, mais sa voix fut noyée sous les huées. James se tourna ensuite vers Ashley et les autres enfants. J'espère que vous venez de comprendre ce qui arrive quand on juge une personne selon son apparence. Ashley baissa la tête, honteuse. Plusieurs enfants se mirent à pleurer. James s'agenouilla alors auprès de Keisha, qui était restée calme malgré la tempête autour d'elle. Keisha, au nom de toute cette entreprise, je te présente nos excuses. Ta grand-mère serait immensément fière de toi. Pour ton talent, bien sûr, mais surtout pour la dignité avec laquelle tu as affronté tout cela. Elle disait toujours que la musique était notre arme secrète, répondit Keisha d'une voix douce. Et que la meilleure réponse aux préjugés, c'est une excellence impossible à nier. Ces mots résonnèrent dans tout l'auditorium, captés par les caméras et diffusés à travers le pays. Richard fut escorté hors du studio, sous les applaudissements du public. Sa carrière de 20 ans s'effondra en quelques minutes, victime de sa propre arrogance. Alors que le générique défilait, montrant Keisha serrée dans les bras de James sur scène, une vérité se répandait dans le pays. Sous-estimer quelqu'un à cause de ses origines est toujours une erreur fatale. Le talent véritable ne choisit jamais son berceau. Il attend simplement la bonne occasion pour briller et réécrire les règles d'un monde qui refuse de voir la grandeur chez ceux qu'il méprise. Dans les jours qui suivirent, la prestation de Keisha devint un phénomène national. La vidéo où elle chantait Amazing Grace malgré le sabotage technique devint virale en moins de 24 heures, dépassant 50 millions de vues et devenant le moment télévisé le plus partagé de l'année. James Mitchell tint alors sa promesse d'une manière plus forte encore que prévu. Le lendemain, lors d'une conférence de presse nationale, il diffusa toutes les images tournées en coulisses. Chaque remarque humiliante, chaque rire malveillant, chaque tentative de réduire Keisha à un simple spectacle. Cette chaîne a failli à son devoir envers une enfant exceptionnelle, déclara James devant une forêt de caméras. Et nous ne permettrons jamais que cela se reproduise. La réaction du public fut immédiate et massive. Richard Brennan ne perdit pas seulement son emploi. Toute sa carrière s'effondra en l'espace de quelques heures. Aucune chaîne de télévision, aucune société de production, aucune entreprise du divertissement dans tout le pays ne voulut associer son nom à celui de l'homme qui avait tenté d'humilier une enfant orpheline en direct à la télévision. Ses réseaux sociaux furent submergés de plus de 2 millions de messages de réprobation, le poussant à quitter Los Angeles pour s'installer dans une petite ville où personne ne le connaissait. Quant à Ashley et aux autres enfants participants, ils durent affronter leurs propres conséquences. Les parents d'Ashley, honteux d'avoir vu le comportement cruel de leur fille exposée à l'échelle nationale, la retirèrent immédiatement du conservatoire de Manhattan pour l'inscrire dans une école publique ordinaire, où elle dut apprendre à vivre aux côtés d'enfants issus de tous horizons. « Nous voulons que notre fille apprenne la valeur de l'humilité », déclara son père dans une interview, tentant visiblement de redorer la réputation de la famille. Mais ce qui arriva ensuite à Keisha fut encore plus remarquable. James Mitchell ne se contenta pas de présenter ses excuses. Il transforma toute cette affaire en une occasion de changement réel. Il fonda immédiatement le programme Dorothy Williams, en hommage à la grand-mère de Keisha, offrant des bourses complètes en musique à des enfants talentueux issus de milieux défavorisés. Keisha devint la première bénéficiaire. Elle reçut non seulement une bourse intégrale pour intégrer la prestigieuse Académie de musique de Los Angeles, mais aussi un foyer. James et sa femme, Margaret,
qui n'avaient jamais pu avoir d'enfants, déposèrent officiellement une demande d'adoption. Dorothy a toujours dit que la musique créait des familles, expliqua James le jour de l'adoption, ému. Keisha n'est pas seulement une jeune artiste que nous avons aidée. Elle nous a rendu quelque chose que nous avions perdu lorsque Dorothy est partie. 6 mois après l'émission, Keisha se produisit au Carnegie Hall comme soliste invitée de l'Orchestre Philharmonique de New York. Le concert, diffusé en direct dans tout le pays, permit de récolter plus de 5 millions de dollars pour le programme Dorothy Williams, qui avait déjà soutenu plus de 200 enfants dans des situations semblables à celles qu'avait vécues Keisha. Durant cette soirée au Carnegie Hall, elle dédia son interprétation à la mémoire de sa grand-mère, mais aussi à tous les enfants jugés sur leur couleur de peau, leur origine ou leurs vêtements avant même qu'on prenne la peine de découvrir le talent qu'ils portent en eux. Le public fut bouleversé lorsqu'elle révéla avoir passé 3 ans à dormir dans les rues de Los Angeles, à quelques kilomètres seulement du théâtre, où elle recevait désormais une ovation debout. Le programme Star of America, lui aussi, fut entièrement restructuré. James instaura de nouveaux protocoles comprenant la présence de psychologues pour enfants, d'assistants sociaux, et une politique stricte de tolérance zéro envers toute forme de discrimination ou d'humiliation. Le slogan devint « Le talent ne choisit pas son berceau, sa couleur ou sa classe sociale ». Il fut gravé en lettres dorées sur la scène où Keisha avait été humiliée avant de triompher. Richard, de son côté, tenta à plusieurs reprises de se racheter publiquement, multipliant les interviews où il affirmait avoir retenu la leçon. Mais chaque apparition ne faisait que raviver l'indignation générale. Finalement, il travailla comme vendeur de voitures d'occasion dans une petite ville, découvrant amèrement que la réputation perdue est l'un des biens les plus difficiles à récupérer. 2 ans plus tard, Keisha, alors âgée de 11 ans, publia son premier album, Voices from the Street, où elle revisitait des chansons classiques en y mêlant des influences gospel apprises auprès de Dorothy. L'album entra directement à la première place des classements musicaux et lui valut une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album vocal classique. Lors de la cérémonie, Keisha portait une robe sobre et élégante, tenant dans ses mains la même guitare abîmée qu'elle avait apportée à l'émission 2 ans auparavant, restaurée, accordée, mais gardant ses cicatrices en souvenir du chemin parcouru. Cette guitare m'a appris que notre véritable force ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous faisons avec ce que nous avons, déclara-t-elle en recevant son prix. Et parfois, il faut toucher le fond pour découvrir à quelle hauteur nous pouvons nous élever. Ashley, qui suivait la cérémonie depuis chez elle, envoya une lettre manuscrite à Keisha quelques jours plus tard pour lui présenter ses excuses sincères. Elle lui expliqua que cette expérience avait bouleversé sa vision du monde, lui révélant ce que signifient réellement les privilèges et l'humilité. Tu m'as appris que le vrai talent ne dépend pas des opportunités qu'on reçoit à la naissance, mais du courage de continuer à chanter même quand on essaie de nous faire taire, écrivit-elle. Keisha répondit, et les 2 jeunes filles finirent par devenir amies, preuve que même les blessures les plus profondes peuvent devenir des ponts lorsqu'il y a sincérité de part et d'autre. James Mitchell repensait souvent à la manière dont un moment d'injustice avait déclenché tant de transformations. Dorothy disait toujours que Dieu se sert des personnes inattendues pour transmettre les leçons que le monde doit apprendre, confia-t-il dans une interview. Keisha n'était pas seulement une enfant que nous avons rencontrée, elle était l'enseignante dont nous avions besoin. L'histoire de Keisha Williams devint bien plus qu'un récit de réussite personnelle. Elle redéfinissait les règles de la reconnaissance du talent en Amérique, prouvant que l'excellence authentique ignore la couleur de peau, l'origine sociale ou les circonstances de naissance. Aujourd'hui, à 13 ans, Keisha partage son temps entre ses études musicales avancées, des concerts caritatifs et la direction artistique du programme Dorothy Williams, qui a déjà soutenu plus d'1 millier d'enfants à travers le pays. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait et visite régulièrement des refuges et des quartiers défavorisés pour repérer de nouveaux talents et leur offrir des opportunités. Ma grand-mère me disait que nos dons ne servent pas seulement à nous élever, mais à construire des ponts pour que d'autres puissent monter avec nous, répète-t-elle souvent aux enfants dont la vie ressemble à la sienne. La leçon qui résonne encore aujourd'hui est simple, mais puissante. Sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence, de son origine ou de sa situation est une erreur qui se paie cher. Le véritable talent ne demande jamais la permission d'exister. Il attend simplement le moment de briller et de renverser les règles d'un monde qui s'obstine à enfermer des êtres extraordinaires dans des cases trop petites pour leur grandeur. Richard Brennan, lui, appris de la manière la plus douloureuse que vouloir écraser quelqu'un pour se sentir plus grand est une stratégie qui finit toujours par abaisser uniquement celui qui la pratique. Si cette histoire d'une jeune fille ayant transformé l'humiliation en triomphe et les préjugés en opportunité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.